S'applique toujours. Et bien sûr, l'action de la ville de Strasbourg s'est toujours inscrite dans ce cadre-là, dans un travail, dans un dialogue permanent. Je crois qu'il s'est construit progressivement au fil des années. Alors reprenons un petit peu les choses là où je les ai découvertes en 2008, là où la ville de Strasbourg a commencé à changer de logiciel. En 2008, vous l'avez dit, il y avait 400, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, personnes venant de Roumanie, pour l'essentiel Roms, et qui étaient dans l'espace public que l'on appelle les Roms migrants, histoire de s'en sortir avec les gens du voyage, etc. Progressivement, nous sommes certains aujourd'hui qu'il faut arrêter de parler de Roms migrants, de migrants non, liberté de déplacement dans l'espace européen, et de Roms aussi, parce que on est effectivement, ils ne sont pas tous Roms, ceux qui sont là où on pense qu'il y a des Roms migrants, et on est en France où on ne regarde peut-être pas les gens effectivement par ce biais-là. Et je pense qu'il faut qu'on les considère comme des personnes qui sont en déplacement, pauvres, sans ressources, sans repères, mais qui ont une culture qui est la leur. Et pour l'essentiel, la culture rome, c'est vrai. Et toujours, et nous on fait aussi, par la force des choses, toujours mettre en avant l'étiquette rome, c'est aussi rendre plus complexe probablement le processus qu'ils cherchent à vivre, qui est simplement d'avoir des droits, des moyens de subsistance et de vivre dans notre société. S'ils sont là, c'est bien pour cela. Donc en 2008, 400 personnes à peu près, des zones de non-droit, des bidonvilles, une organisation probablement interne et fermée et repliée sur elle-même, qui était plutôt vue sous l'angle de la sécurité publique. Donc la première chose a été, je crois, dès la fin de l'année 2008, de prendre la situation, de la considérer comme un problème social et d'avoir un affichage social qui entame un processus de manière pragmatique. Nous ne savons pas très bien où nous allions, mais nous savons que ces personnes étaient là, sans droit, en difficulté, avec un handicap majeur, le préjugé et la relégation. Et le fait de mettre en place un processus de dialogue, d'accompagnement, d'accompagnement vers la scolarisation, d'accompagnement grâce à Médecins du Monde, que je salue ici pour son action, qui était aussi un acteur qui intervenait de manière humanitaire sur ces terrains-là, donc accès à la santé. Ce processus a permis de dessiner une politique qui s'est faite à bas bruit pendant 2 ans, jusqu'à à bas bruit, donc vers une meilleure connaissance et des réponses au cas par cas, parfois de l'hébergement, effectivement, aussi pour les personnes plus en difficulté, mais ce qui a probablement précipité les choses, c'est le discours de Grenoble de 2010, qui a posé de manière brutale, je le reconnais, mais efficace, probablement, la question des personnes en déplacement dans l'espace européen, qui étaient sans droit et qui étaient rejetées. À partir de ce moment-là, l'Europe, évidemment, a forcé les États à considérer, et la France en particulier, à considérer différemment la question des Roms, et notamment sous l'angle on ne les renvoie pas là où ils viennent, et on s'en occupe là où ils sont pour aller cours. Et la ville de Strasbourg s'est engagée par le biais de son premier magistrat, le maire Roland Ries, lors des réunions des maires à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, s'est engagé publiquement à porter cette politique humanitaire tout au long des périodes qui a suivi. Une stratégie s'est mise en place avec l'ouverture d'espace avec un accompagnement, le droit à l'accès au français, à l'apprentissage du français, à la santé, à la scolarisation, etc. Le premier temps, pour nous, était de mettre à l'abri et de construire
plutôt une politique de parcours, sachant que le véritable problème était l'autonomie par les ressources. Donc le premier pas mis à l'abri s'entame avec l'ouverture d'un site, les premiers avancées, si je puis dire. 2012, une circulaire, un changement de gouvernement, une circulaire qui a des limites, nous avançons d'appellation, qui est insupportable, mais qui contient la circulaire du 26 août 2012, mais qui est un véritable acte qui donne des repères aussi pour ceux qui veulent faire avancer le droit et le droit des personnes. Cette ministre, quand même, qui l'a signé, donc un engagement plus haut niveau, est suivi de circulaires qui ont notamment des circulaires faites par l'éducation nationale qui précipitent aussi l'obligation de cette scolarisation qui aujourd'hui n'est toujours pas une réalité en France, il faut le reconnaître. À Strasbourg, nous avons enclenché tout un dialogue avec l'éducation nationale qui fait que ça se passe bien pour les primaires et les maternelles. Tous les enfants avec lesquels nous sommes en contact sont scolarisés, même s'ils n'ont pas toujours envie d'aller à l'école, hein, ce n'est pas les seuls. Mais le problème reste aussi à Strasbourg au niveau des collèges et des lycéens pour des raisons à dépasser bien évidemment. Sur cette parcours, dans ces parcours, donc, on en était après à la recherche de subsistance, de moyens de subsistance, donc l'accès aux ressources, rendu possible par des circulaires, toujours, qui ouvrent l'accès au travail, qui élargit les possibilités d'accès au travail, qui permet un espoir aussi chez les personnes qui n'est pas négligeable, mais après il faut le construire. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mis en place une équipe, une cellule, on appelle Mission Rome, j'espère qu'on va changer d'appellation bientôt, et qu'on appelle Mission Rome, et qui s'est appelée à cela. Et aujourd'hui, nous avons plus de 20 contrats qui ont été signés. Certains contrats été dans des chantiers d'insertion, et il faut saluer tous les acteurs de l'insertion qui ont joué le jeu et qui ont accepté de travailler avec nous de manière à construire les moyens de l'emploi et d'offrir des ressources à des personnes, et cela se passe bien. Jamais aucun contrat jusqu'à ce jour n'a été rompu. À partir de là, la vraie avancée et l'intégration, la fin de ces citoyens de seconde zone, citoyens européens de seconde zone, depuis le 1er janvier 2014, qui fait qu'ils sont des citoyens qui ont voté pour un certain nombre, s'ils étaient inscrits sur les listes électorales, aux dernières élections. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. L'idée de parcours, mise à l'abri, possibilité d'accéder aux ressources, et maintenant, c'est l'accès au logement autonome. Donc ça, c'est l'objectif, l'année 2014 est faite de cet objectif, c'est permettre à ces sites dits transitoires, que sont l'espace 16 avec 150 personnes avec les deux côtés, et le site Hoche, qui est encore plus transitoire que le précédent, mais qui accueille aujourd'hui plus de 100 personnes, 100 personnes, que ces sites dits transitoires le soient vraiment. Donc un certain nombre de personnes sont déjà reparties, parce que ils sont en toute liberté, hein, dans les sites ou ailleurs. Certains repartent, certains quittent la ville de Strasbourg ou regardent les appartements. Et nous allons rentrer dans un processus d'accélération vers le logement autonome, à partir du moment où il y a un travail, il y a possibilité d'avoir des ressources, d'avoir droit à des allocations, d'avoir droit au RSA activité, d'avoir finalement le même statut que nos concitoyens, nos habitants strasbourgeois, et de rentrer dans un appartement autonome permet d'avoir une vie normale. Donc là, juste une petite question, les actions de la mission Rome sont concentrées sur l'espace 16 et sur cet autre espace? Non, pas du tout. D'accord. Alors vous parliez de 10 sites tout à l'heure, je ne sais pas s'il y en a 8,5 ou 12 aujourd'hui. Il y a beaucoup de petites, probablement de choses mouvantes aussi qui se font. Il y a
En termes de sites municipaux, avec accompagnement, merci à la Croix-Rouge de s'occuper d'un site, merci à Roger Miquier de s'occuper de notre site. Et il y a deux sites principaux, donc ces deux sites-là, qui accueillent 150 et 100 personnes. Il y a un autre site, donc des sites qu'on considère comme municipaux, sur les terrains municipalisés. Avec des types de logements, de quel type? Des caravanes? Alors, on a choisi justement des caravanes, pas parce qu'on aime les caravanes, pas parce que c'est des nomades, mais parce que la caravane est un outil pratique pour l'hébergement, qui peut être transitoire, qui peut se déplacer si on avance dans une amélioration, dans une bifurcation de stratégie et de construction de parcours, et qui est autonome, qui permet quand même de être autonome. Nous savons que ce sont des gens sédentaires depuis très longtemps, et que là ne sont pas leurs habitudes, comme d'ailleurs ne sont pas leurs habitudes de vivre ensemble. Je ne sais pas quelle est la proportion de personnes sur les sites qui souhaitent vivre d'une manière complètement autonome dans un logement loin de leur ils ne sont pas nécessairement dans une vocation à vivre ensemble. Voilà, donc la caravane est un outil pratique, vite monté, on peut changer de stratégie si c'est nécessaire. Nous sommes vraiment dans un processus à vocation évolutive, transitoire par ses aspects, on va dire, qui demandent à monter en dignité, en qualité, en amélioration, et aussi parce que cela ne doit pas durer. Les personnes qui se déplacent en Europe doivent pouvoir aussi avoir accès à des droits, du travail, etc. On est bien sûr dans un contexte aujourd'hui économique extrêmement complexe, qui plus est, eux vivent la relégation et le rejet peut-être certainement de manière plus forte parce qu'ils sont roms. Et que, en général, effectivement, la capacité des personnes à oublier ces préjugés reste encore à être dépassée. Donc, on est, je crois, dans un processus évolutif qui doit, à un moment, ne plus être dans l'espace public. Les citoyens roms sont avant tout les citoyens roumains qui sont venus ici et qui ont un souhait, un parcours, une histoire déjà, et de par leur désir et leur volonté qui est énorme, on le voit au quotidien, je crois qu'on le dira aussi, par leur capacité à vouloir vivre ici, et le processus devrait, à terme, je ne mettrai pas une durée sur ce processus, mais à terme ne plus exister. En tout cas, c'est dans ce sens-là que nous travaillons aujourd'hui. Ce sont des citoyens, comme tout le monde, qui ont des droits, comme tout le monde, restent à mettre en œuvre et à respecter les engagements qui sont pris dans le cadre notamment de conventions internationales. Je dois dire, pour finir, que même si tout n'est pas simple, et je ne suis pas toujours fière d'avoir pu avancer à la vitesse à laquelle la ville de Strasbourg a avancé, mais ce qui est certain, c'est qu'on a toujours maintenu un dialogue et que jamais aucune expulsion n'a été faite. Il y a eu des procédures devant l'expulsion. Mais pas d'expulsion. Il n'y a jamais d'expulsion. Les procédures étaient juste une façon, un moment de camper le paysage, voilà, qui sont les personnes, et de dire, voilà, ensemble, nous allons vers autre chose qui sera, nous l'espérons, des conditions de vie meilleures. Et aujourd'hui, on peut dire d'une part qu'il n'y a pas eu d'appel d'air, contrairement à ce que tout le monde prédisait, et d'autre part, les personnes, si elles ne veulent pas rester sur le site, peuvent le quitter. Ce n'est pas une obligation, puisqu'il y a d'autres terrains aujourd'hui qui existent, qui sont mouvants, certains depuis très longtemps d'ailleurs, qui existent encore, et on arrive dans des conditions
disons, d'amélioration aussi de ce qui dure depuis longtemps, on arrive à organiser les choses au mieux. Voilà. Mais je pense que les personnes, tous les ressortis que nous avons, les personnes sont sur un souhait de... on les oublie, hein, qu'elles suivront. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'expulsion, en tout cas médiatique ou massive, même pas médiatique. Non, ça n'a pas été médiatisé. En français, je crois qu'il y en a eu 3. J'ai un chiffre depuis le début de l'année, il y a eu 3000 personnes qui ont été... une trentaine de camps qui ont été démantelés, 3000 personnes qui ont été évacuées depuis le début 2014. 3428. 3428, je ne sais pas loin. Voilà. Depuis janvier. Donc vous parlez